On va passer à la communication suivante. Donc, c'est un plaisir d'accueillir Cédric Lemoigne, professeur à Paris Cité, pour donc une communication qui s'appelle Facteurs de risque de Covid long en population générale, apport de la cohorte Constance. Alors, sur certaines des présentations, vous allez voir qu'il y a marqué que c'est confidentiel, c'est des travaux qui ne sont pas encore publiés. Donc, je vous demande de ne pas faire de photos et de ne pas diffuser ces résultats avant leur publication. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de cette journée pour m'avoir invité à vous présenter les résultats de nos travaux. Ces travaux s'appuient sur la notion de facteurs de risque transnosographiques, qui sont peut-être un peu différents de ceux dont vous entendrez parler au cours de cette journée, et basés sur une constatation ancienne en médecine, c'est que la persistance de symptômes physiques après la guérison biologique d'une maladie aiguë ou la rémission biologique d'une maladie chronique, en fait, c'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps, bien avant l'émergence de SARS-CoV-2. J'ai listé ici quelques exemples qui peuvent faire suite à un épisode infectieux, qui peuvent également faire suite à des maladies inflammatoires sans composante infectieuse, voire même à des situations médicales dans lesquelles la composante inflammatoire est vraiment secondaire, par exemple la persistance de chocs fantômes, c'est-à-dire sans décharge d'un défibrillateur implantable chez les patients qui bénéficient de ce dispositif. Et donc ce que cela signifie, c'est ce dont il s'agit, c'est qu'il faut prendre en compte aussi la possibilité que des mécanismes non spécifiques à SARS-CoV-2 puissent malgré tout expliquer la persistance des symptômes. En particulier, il faut mentionner que ces mécanismes ne sont pas exclusifs des mécanismes spécifiques à chaque pathologie, ce qui est un point important, mais que malgré tout, ils sont importants à prendre en compte. Et pourquoi ? Parce que certains sont potentiellement modifiables et donc peuvent amener à des actions thérapeutiques, voire de prévention. Les symptômes anxieux et dépressifs ont déjà été mentionnés. Dans le domaine des syndromes post-infectieux, deux exemples. À gauche de cette diapositive, c'est la probabilité ou le risque de développer un post-treatment Lyme disease syndrome, donc un syndrome appelé parfois Lyme long. Et on voit que parmi les facteurs de risque après une infection par la maladie de Lyme et avant mise sous traitement, l'anxiété et la dépression jouent des rôles extrêmement importants par rapport aux autres facteurs. Et puis à droite de la diapo, c'est le risque de développer un syndrome de l'intestin irritable après une gastro-entérite infectieuse. Et on voit aussi que l'anxiété ou la dépression sont des facteurs de risque importants. Comme le même mécanisme, ou plus exactement le même phénomène est observé dans la Covid-19, c'est la raison de notre présence à tous et toutes aujourd'hui, eh bien, nous avons voulu savoir si ces facteurs de risque transnosographiques étaient également associés à un risque accru de symptômes persistants après épisode de Covid-19. On s'est intéressé aux symptômes anxieux et dépressifs, et pour cela, effectivement, on a utilisé les données de la cohorte Constance, qui représente une opportunité très intéressante pour étudier le facteur de risque des symptômes persistants, parce que Constance existait bien avant l'apparition de ce phénomène. Donc Constance est une grande population, une grande population, oui, c'est vrai, mais une grande cohorte en population générale, plus de 200 000 participants, inclus entre 2012 et 2019, avec des questionnaires à l'inclusion, des questionnaires aussi chaque année, notamment sur l'état de santé et les facteurs associés à cette santé, notamment des questionnaires portant sur les symptômes dépressifs ou anxieux, vous voyez, de 2015 à juste avant le début de la pandémie, et puis le couplage avec des données du système national des données de santé qui a déjà été mentionné tout à l'heure. Et puis, Constance n'est pas qu'une cohorte en population générale, c'est aussi une infrastructure de recherche qui permet de mener des projets nouveaux. Et en particulier, Constance a participé à la grande enquête SAPRIS, qui a fait intervenir d'autres cohortes, dans laquelle on a interrogé des personnes au cours notamment de la première année qui a suivi la première année de la pandémie, à plusieurs reprises, des patients sur leur état de santé, notamment l'émergence de symptômes persistants, en particulier à la fin de la première année, et puis à plusieurs reprises des mesures qui correspondaient à la santé mentale, notamment aux symptômes anxieux et dépressifs. Et donc on a pu aussi essayer de déterminer l'infection Covid en interrogeant les patients, en les interrogeant sur le fait qu'ils avaient été infectés, est-ce qu'ils avaient reçu une confirmation biologique de cette infection, est-ce qu'on a complémenté, puisque l'accès à la PCR était très rare au cours des tout premiers mois de l'infection, on a complémenté ça avec une sérologie ad hoc faite chez les participants de cette enquête. Dans cette première étude, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que les mesures de symptômes anxieux et dépressifs avant la pandémie ou au tout début de la pandémie étaient associées à un surrisque de développer des symptômes persistants. Et ce que l'on a observé, c'est que ce risque est effectivement important. Vous avez ici les résultats avec l'anxiété, les symptômes anxieux et dépressifs avant et pendant la première vague, avec des résultats significatifs. Et en particulier, le facteur le plus fort, le plus associé
au risque de développer des symptômes persistants était la présence de symptômes dépressifs au tout début de la pandémie, pendant la première vague, avec un résultat qui était indépendant de l'infection à SARS-CoV-2, c'est-à-dire que les personnes aient été infectées ou non, le risque associé à la présence de symptômes dépressifs de développer des symptômes persistants est extrêmement important, ce qui correspond vraiment à la notion de facteur de risque transnosographique. C'est un résultat qui avait été en fait, qui n'était plus très original au moment de sa publication, puisque comme ça a déjà été dit, c'est un phénomène qui a déjà été multiples fois montré et qui n'est pas spécifique à l'anxiété ou la dépression telle qu'elle, mais plutôt à tous les marqueurs de détresse psychologique. Dans ce papier, la dépression, l'anxiété, mais aussi l'inquiétude par rapport à la Covid-19, le stress perçu ou même le sentiment de solitude étaient associés au risque accru de développer un Covid long avec une relation dose-effet. Deuxième question que l'on s'est posée, c'est est-ce que ces symptômes anxieux et dépressifs, et notamment les symptômes dépressifs, pouvaient expliquer une partie du surrisque féminin de développer un Covid long. Alors, il y a un paradoxe que l'on connaît tous, bien sûr, c'est que les hommes sont plus à risque de formes sévères et voire de mortalité en cas de Covid-19, mais que les femmes sont plus à risque de symptômes persistants post-Covid-19. L'hypothèse de mécanismes biologiques faisant appel au sexe et ou psychosociaux, faisant appel au genre, ont été bien sûr mises en avant. À ma connaissance, peu de ces hypothèses ont été testées formellement dans le cadre d'études épidémiologiques. Et donc notre hypothèse était assez simple, sachant que la dépression est 2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et qu'elle est associée à un risque accru de symptômes persistants post-Covid-19, eh bien il se pourrait que les symptômes dépressifs au début de la pandémie puissent expliquer une partie de ce surrisque féminin de développer des symptômes persistants. Et donc c'est ce que l'on a voulu tester au sein de la cohorte Constance. On a brièvement mesuré l'association entre le sexe féminin et le risque de développer au moins un symptôme persistant chez les femmes ayant été infectées. Et puis ensuite, on a essayé de voir la partie qui était expliquée par les symptômes dépressifs au début de la pandémie. Le schéma peut paraître complexe, mais en fait, les calculs sont relativement simples. On essaye vraiment d'estimer ce qui est statistiquement explicable lors d'une analyse qu'on appelle de médiation par ces symptômes dépressifs au début de la pandémie. Et ces chiffres, peu importe les modèles que l'on a fait, étaient très, très, très proches, entre 40 et 42%. Donc 40 et 42%, ce qui n'est pas 100%, mais ce qui est loin d'être zéro. 40% du surrisque féminin de développer des symptômes persistants au cours de la pandémie, après une infection Covid-19, était expliqué par le fait d'avoir des symptômes dépressifs au début de la pandémie, pendant la première vague. Dernier résultat que je veux vous présenter, ceux-là ne sont pas encore publiés. Il s'agit de la notion de symptômes fonctionnels et du risque ultérieur de symptômes persistants. Pourquoi cette question? Alors, quelque chose qui intrigue beaucoup les cliniciens et qui est sans doute à l'origine de ce sentiment de non-reconnaissance de la part des patients, c'est que beaucoup de patients n'ont pas d'anomalies sur les examens usuels qui sont faits, et ni à l'examen clinique d'ailleurs, sur les examens usuels qui sont faits. Or, la corrélation entre les symptômes perçus par définition par les patients et puis les signes observés par les médecins, dans lesquels on peut mettre les résultats biologiques, en fait, elle est toujours relative, quelle que soit la pathologie. Alors, il y a des situations quand dans cette relation est très forte. Par exemple, si je me casse la cheville, il y a une relation assez forte entre le fait d'avoir une fracture et avoir de la douleur. Mais en fait, même cette relation n'est pas absolue, elle varie en fonction de certains facteurs. Puis à l'extrême opposé, mais c'est un continuum, il y a des symptômes fonctionnels dans lesquels on a l'impression que les symptômes sont décorrélés de l'état physiologique des symptômes. En fait, toutes les pathologies que l'on connaît en médecine se situent dans ce continuum. Selon cette hypothèse, des antécédents de symptômes fonctionnels pourraient prédire un risque accru de survenue d'au moins un symptôme persistant, quel que soit le type de symptôme, c'est un point important, et indépendamment de l'infection par SARS-CoV-2. Retour à Constance. Dans Constance, il y a aussi des données à inclusion dans lesquelles tous les participants ont fait des épreuves fonctionnelles respiratoires. Donc on a ces données de base pour tous les participants. Et puis on a bien sûr la déclaration de maladies susceptibles d'entraîner une dyspnée. Donc on a défini la dyspnée fonctionnelle comme une plainte respiratoire, un symptôme ressenti par la personne, malgré des épreuves fonctionnelles respiratoires normales, et puis l'absence de pathologie connue pour donner une dyspnée. Donc on a défini comme ça ce qu'on a appelé la dyspnée fonctionnelle, parfois des années avant l'émergence de SARS-CoV-2. Et on a voulu savoir si cette dyspnée fonctionnelle était associée à un surrisque de survenue des symptômes persistants au cours de la première vague. Et ce que l'on a obtenu, il y a un beau confidentiel, encore plus gros que celui que j'avais mis, dans une population de participants avec des données complètes et des EFR interprétables selon les standards définis par nos collègues pneumologues, on a observé que le fait d'avoir une dyspnée fonctionnelle au moment de l'inclusion, donc parfois des années avant l'émergence de ces symptômes persistants, était associé à un surrisque de symptômes physiques persistants
y compris quand on retirait la dyspnée dans ces symptômes, et y compris quand on restreignait ces symptômes à ceux qui étaient suffisamment cliniquement significatifs pour motiver une consultation. Tout cela sans interaction avec l'infection par SARS-CoV-2, c'était vrai aussi bien chez les personnes infectées que chez les personnes non infectées. Et puis un point majeur, et c'est ma dernière diapo de résultat, c'était vrai pour tous les symptômes. La seule exception à cela, c'est l'anosmie, mais sinon tous les symptômes qui sont du domaine respiratoire, cardio-thoracique ou n'ayant rien à voir étaient plus élevés si les personnes avaient une dyspnée fonctionnelle au moment de leur inclusion dans Constance. Ce qui suggère effectivement l'exercice de phénomènes transnosographiques. Les forces et faiblesses, les forces, c'est le dessin prospectif, je vous en ai parlé, la population générale. Le groupe contrôle non infecté. Les faiblesses, c'est la représentativité, qui n'est pas exactement la population générale malgré tout. Les faiblesses de la spécificité de la sérologie ou de la sensibilité de la PCR. Et puis la caractérisation d'affection post-Covid. Vous avez vu que j'ai beaucoup parlé de symptômes persistants, pas forcément de Covid long, puisque ça pose des questions dans cette cohorte. Nous n'avons pas tous les critères, en particulier les critères de retentissement. J'ai choisi ces deux publications, mais il y en a plusieurs que vous pourrez retrouver grâce à ce QR code, toutes financées grâce au soutien de la NRS, que je remercie à nouveau. Et je remercie aussi mes collaborateurs. Merci de votre attention. Les collaboratrices. Merci beaucoup. Alors, je voulais intervenir à la fin de la présentation de Cédric pour ne pas être langue de bois et pour dire des choses en vrai. Je pense que c'est important. Il y a eu beaucoup de discussions au sein du comité scientifique avant pour la présentation des données et de ce que a dit Cédric Lemoine. Je parle du point de vue de la NRS. Je ne peux pas, dans ce que je dis, impliquer ni l'HAS ni Santé publique France. Pour nous, c'est important que les chercheurs qui publient puissent venir présenter et publient dans les journaux qu'on considère scientifiquement, en tout cas avec comité de lecture et qui sont valables. On peut ne pas être d'accord avec ce que les chercheurs présentent, mais nous, on n'exclut pas les gens avec qui on n'est pas d'accord. On est là pour, par ailleurs, donner à l'ensemble des chercheurs la parole, et du coup, vous allez voir, donc il y a cette présentation-là, mais tout autour de la journée, la session qui va suivre, il y a tout ce qui est autour de la physiopathologie, etc. Et donc, c'est extrêmement important pour nous qu'il y ait tout le monde. Je voulais juste insister avant qu'on ouvre. Ça ne veut pas dire qu'on prend parti, mais c'est important de les avoir. Donc ça, c'est le premier point que je voulais insister. Par contre, c'est aussi important qu'il y ait un débat au sein de différentes, espaces d'animation qu'on a créés, dont ici, pour qu'on se parle. La pire des choses, c'est de ne pas se parler. Voilà, je voulais juste vous dire ça avant qu'on commence, et après je vais m'asseoir, je ne vais plus rien dire. Avant de passer la parole, je vais juste lire, il y a 3 questions, alors elles ne sont pas spécifiquement à Cédric, mais elles sont pour tout le monde. Ah, mince, je les ai perdues. Alors il y a une question qui a été dire, question donc des gens qui sont à distance. Il y a une qui a été dire, mais les enquêtes ont surtout été faites par des questionnaires, donc les personnes les plus sévères peuvent ne pas avoir la force de répondre aux questionnaires et donc peuvent être sous-évaluées dans les données épidémiologiques. La deuxième question, c'est au début, le risque avant les vaccins, le risque était plus important, mais après les vaccins, les gens étaient plus importants, mais les gens s'infectaient moins. Après les vaccins, les gens se réinfectent plus. Donc globalement, quel est le risque global ? Et puis voilà. Et puis l'autre question, qui est un peu la même que celle que j'ai posée en premier, c'est comment sont organisées ces cohortes, d'où viennent les patients ? Voilà. C'est sur donc cette question de dire est-ce que ce qui était observé est le vrai reflet de la réalité ? Merci beaucoup pour ces questions. Oui, c'est une limite, bien sûr, des études en population générale et de ces études, quelles qu'elles soient, effectivement, pas seulement constantes, c'est qu'elles peuvent exclure les patients les plus malades, puisque n'étant pas à même de participer ou plus à même de participer. En ce qui concerne le point spécifique des facteurs, par exemple des symptômes dépressifs et anxieux, ça a été tellement répliqué par tellement d'études dans tellement de pays qu'on n'a pas tellement de doutes sur la fiabilité de ces informations. Mais de façon générale, bien sûr, ça pose cette question-là. Et en ce qui concerne la cohorte Constance, c'est une cohorte qui vise vraiment la population générale, en bonne santé ou pas en bonne santé. C'est une population qui a été sélectionnée sur la base d'un tirage au sort sur les personnes affiliées aux régimes généraux de l'assurance maladie ou des régimes proches, et donc qui était faite pour être représentative de la population générale. Ceci dit, on sait que les participants à Constance sont généralement en meilleure santé que la population générale, précisément parce que les personnes qui sont les plus malades sont moins à même de participer, ce qui vaut pour toutes les études en population générale.
Bonjour. Alors, merci pour cette présentation, Bertrand. Je voulais un petit peu... alors, je suis bénévole de l'association Après j'y vais. Et je voulais peut-être recontextualiser les résultats que vous présentez, et notamment la distinction entre biologique et fonctionnel que vous faites, et que moi qui me paraît très, très opposé au principe de l'évidence-based medicine, puisque si on dit qu'il y a une guérison biologique, ça voudrait dire qu'il y a des phénomènes non biologiques qui se produisent. Moi, je ne sais pas ce que c'est un phénomène non biologique, puisque l'anxiété, c'est un phénomène biologique, la dépression aussi. Tout est biologique, y compris dans le système nerveux central. Donc, cette distinction fonctionnelle, enfin biologique-fonctionnelle, pour moi, elle date un petit peu du siècle dernier, et je ne comprends pas encore pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans les définitions. Et c'est un impact assez important, parce que si on prend une étude sur laquelle vous avez travaillé, notamment l'étude Kachaner, on s'aperçoit que vous dites que les participants n'ont pas eu de lésions observées. Or, une partie des participants avaient reçu un PET scan qui avait montré des hypométabolismes, et une partie des auteurs étaient au courant de ces PET scans. Et du coup, les PET scans n'ont pas été évoqués dans l'étude, et ce qui pose une question de savoir si, dès qu'il y a quelque chose de biologique, on va dire « Ah, bah, comme c'est biologique, c'est pas fonctionnel, et si c'est fonctionnel, c'est pas biologique », et cette distinction me semble très artificielle. Le deuxième point que je voulais faire remarquer, c'est que vous présentez cette distinction, et cette distinction, c'est un peu un ovni dans la littérature scientifique. Si je prends les principales revues d'études qui ont été publiées dans les plus grands journaux, le BMJ, Nature Medicine, Nature Review Microbiology, European Journal of Pediatrics, Nature Medicine et Cell, y compris 3 en 2024, qui présentent tout l'état de l'art et des connaissances qu'on a sur le Covid long, l'hypothèse fonctionnelle n'est jamais reprise dans ces revues de la littérature. Donc on est vraiment sur cette hypothèse de troubles fonctionnels, on est vraiment sur quelque chose qui est un peu un ovni, en tout cas marginal, dans les grandes revues scientifiques. Et ça, c'est assez important de le rappeler. Et enfin, le point que je voulais signaler, c'est que quand vous dites que l'étude a montré qu'il y avait une indépendance au regard de l'infection, regardless of infection of SARS-CoV-2, alors c'est des études qui ont beaucoup de limites. Alors, en parlant de celle-ci en particulier, on s'aperçoit que les dépressions sont associées à des symptômes prolongés, même si on ne le retrouve pas dans toutes les études, notamment on ne le retrouvait pas dans votre première étude de JAMA, mais en tout cas on le retrouve dans celle-ci. Et d'un autre côté, le Covid entraîne les mêmes symptômes indépendamment de la dépression. Et en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que on peut avoir plus de corrélation chez les personnes non infectées, pour une raison assez simple, c'est que quand le lien il sera moins fort qu'on aura été infecté, car justement les symptômes prolongés de la population ne s'expliquent plus uniquement par des pathologies post-dépressives, mais également par le Covid long, indépendamment de la dépression. Donc on peut déduire qu'il y a 2 pathologies indépendantes, avec possiblement des symptômes communs, d'une part causés par le Covid, et l'autre part par des symptômes post-dépressifs. Donc il faut être très méfiant sur ces associations et dire que c'est regardless of infection, parce que... Est-ce que je peux vous demander d'être un tout petit peu plus court, s'il vous plaît ? Oui, j'ai presque terminé. Donc voilà, il y a beaucoup de limites qui ont été très largement évoquées dans la communauté scientifique au regard de ces publications, et je voulais les rappeler. Enfin, le dernier point, c'est sur Constance. Constance, c'est une cohorte qui est financée par de l'argent public, et dans plusieurs pays, notamment en Espagne, notamment aux États-Unis, il y a des lois qui sont passées. Aux États-Unis, il y a une loi qui fait que quand il y a des financements publics sur une étude, les études qui sont publiées avec ces données doivent être en open data. Et ce n'est pas le cas de Constance. C'est-à-dire que les études qui sont publiées avec Constance ne sont pas en open data. On pourrait anonymiser les participants et les mettre en open data. Et quand des personnes d'association ont voulu demander des informations sur les études, vous n'avez pas voulu répondre, et quand on a interrogé le comité scientifique international de Constance, ils n'ont pas voulu répondre sur ces questions-là. Ils nous ont même traité un peu avec condescendance, et du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'en France, les études financées avec de l'argent public ne sont pas en open data. Est-ce que ça pourrait l'être? Est-ce que vous êtes prêts à faire en sorte qu'elles le soient? Merci. Merci beaucoup. Il va falloir que je reprenne toutes les questions. Pour la dernière, c'est assez simple. Je trouve que c'est un petit peu injuste vis-à-vis des investigateurs principaux de Constance, puisqu'ils ont été
parmi les pionniers de la science ouverte. Ils ont notamment fondé d'abord Gazelle, qui était un observatoire épidémiologique ouvert, dont toutes les datas sont accessibles à la communauté scientifique internationale. Et c'est dans cet esprit qu'ils ont monté Constance. Constance, il y a un appel à projet permanent. Donc toute personne qui veut accéder aux données de conscience, qui ne sont pas les miennes, moi je ne peux pas donner les données de conscience comme ça, peut à tout moment déposer un appel à projet à Constance. C'est ouvert, c'est sur le site, il n'y a aucun souci. Et quand vous dites « je n'ai pas voulu répondre », je crois que ce n'était pas exact. On a répondu toujours la même chose, en particulier au sein du conseil scientifique des associations, quelles qu'elles soient. Il y a toujours des gens qui ont toute qualité parce qu'ils sont dans une unité INSERM, parce qu'ils sont affiliés à une université, ils ont toute qualité pour déposer un projet et demander à accéder à ces données et mener les analyses qu'ils souhaitent. Donc les données de Constance sont tout à fait ouvertes, ça a été rappelé dans chacune de nos publications. Simplement, il y a un process à suivre et on ne les donne pas comme ça. D'ailleurs, moi, je ne suis pas propriétaire des données de conscience, je ne suis qu'un utilisateur parmi d'autres au sein de la communauté internationale. Sur les autres questions, la relation de l'indépendance vis-à-vis de SARS-CoV-2, je pense que c'est un point très important. On parle du Covid long, mais ça a été rappelé, il y a les Covid longs. Le problème, c'est qu'effectivement, quand vous êtes dans les critères de l'OMS, parce qu'il y a notamment un critère temporel, eh bien, vous pouvez être mis dans une case unique alors que vous souffrez de symptômes qui sont peut-être différents les uns des autres, peuvent être les mêmes mais avoir une physiopathologie différente, et même chez une personne donnée, certains symptômes peuvent répondre à une physiopathologie et d'autres symptômes répondent à une autre. Donc c'est la question de l'hétérogénéité de ce construit. Il nous semble au contraire que de prendre en compte les symptômes qui peuvent être associés à des déterminants d'ordre psychologique, ça permettrait de réduire l'hétérogénéité de ces études. Et par exemple, un certain nombre de biomarqueurs n'ont jamais été répliqués, peut-être parce que précisément on mélange des patients qui n'ont rien à voir entre eux. Donc une étude trouve des biomarqueurs qui sont parfaitement valides dans la population dans laquelle ils se sont intéressés. Puis une autre étude qui utilise les critères OMS, mais dans lequel le mélange de patients n'est pas le même, ne reproduit pas ce biomarqueur, alors que c'est un biomarqueur qui est pertinent. Donc prendre en compte les déterminants psychologiques ou autres, d'ailleurs, un transnosographique, comme j'ai essayé de les appeler, peut être tout à fait pertinent pour améliorer la recherche sur les biomarqueurs. Troisième point, il y en a fait plusieurs, je vous prie de m'excuser, mais le troisième point, c'est la question de symptômes fonctionnels. Je pense que là, précisément, j'ai essayé, mais malgré tout, ça ne fonctionne pas visiblement, de montrer qu'il existe un continuum parfait, en fait. Les patients qui souffrent de syndrome d'hyperventilation entre deux périodes d'exacerbation de leur asthme, les personnes qui ont un syndrome fibromyalgique, malgré la rémission biologique des marqueurs d'activité d'une polyarthrite rhumatoïde, ils souffrent de véritables symptômes dont la physiopathologie, si on veut la comprendre et si on veut soulager ces patients, doit être séparée de la physiopathologie, de l'initiation de ces symptômes. Bien sûr que ça reste biologique, tout est biologique. Si évidemment. vous voulez bien, on va pouvoir clore sur cette présentation. Merci beaucoup, Cédric, pour ton... La question, elle est, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer de paradigme ? On parle beaucoup d'efforts cognitifs, d'efforts physiques, et on sait que dans le Covid long, un certain nombre de rechutes sont en lien... c'est Aurélie Morand, pédiatre infectiologue marseillaise. La question, c'est l'effort émotionnel. Probablement qu'on n'en tient pas assez compte, et peut-être qu'en intégrant cette donnée-là, on comprendra un petit peu mieux pourquoi certains patients qui ont des prédispositions parce qu'ils ont une pathologie neuropsy sous-jacente peuvent avoir une susceptibilité à certains symptômes du Covid long en lien peut-être avec une fatigue qui est plus extrême que chez un patient qui n'aurait pas ce terrain-là. Donc c'est une porte ouverte, mais voilà, je vous remercie. Une très brève réponse. Je voulais signaler quand même qu'en pratique clinique, la majorité des patients que l'on voit n'ont pas d'antécédents anxieux ou dépressifs. Donc ce que montrent ces données, c'est qu'il y a possiblement des facteurs de confusion, c'est-à-dire des facteurs de vulnérabilité communes au Covid long et aux troubles anxieux et dépressifs. Et c'est ces facteurs de vulnérabilité qu'il nous faut investiguer. Je voulais juste, avant, 30 secondes, parce que je pense que le point que Bertrand a soulevé, je ne sais pas où il est Bertrand, mais sur partage des données, c'est un point important. D'ailleurs, tu as raison, ce n'est pas vous, c'est au-delà. Mais je pense qu'il a raison. L'évaluation par un comité scientifique et de dire maintenant on permet, là on est un peu en retard par rapport à ce qui se fait, où il y a un vrai partage de données. Mais c'est une discussion qu'on a probablement à mener avec les institutions. Tu as raison, je pense, globalement et au-delà de Constance. Mais il faut qu'on mène cette discussion. Voilà, merci. Merci.